Une unité de cancérologie pédiatrique, des infirmières terrifiées, un homme menaçant d'arracher une enfant mourante du seul endroit qui puisse la sauver. La sécurité de l'hôpital inutile. La police à 30 minutes. Puis le bâtiment commence à trembler. Non pas à cause de la peur, mais à cause des moteurs. Des centaines de moteurs. Les Hells Angels arrivent et personne ne sait s'ils sont là pour aider ou pour aggraver la situation. En quelques minutes, 500 moteurs forment un mur humain que personne, ni la police, ni la famille, ni même le père qui crie ses droits, ne peut franchir. Ce qui s'est passé ensuite a choqué toute une ville et a obligé tout le monde à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur les héros, les méchants et la fine ligne qui les sépare. Voici ce qui s'est passé lorsqu'un hôpital a supplié le chef des Hells Angels de venir immédiatement. Le vent d'octobre balayait Battle Creek comme une lame dentelée, transportant l'odeur métallique de la neige qui approchait à travers la rivière Kalamazoo. Margaret Chin se tenait à la fenêtre du troisième étage du service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Bronson-Battle Creek, regardant les feuilles mortes tournoyer sur le parking. Son reflet dans la vitre montrait une femme qui avait vieilli d'une décennie au cours des 3 dernières semaines. Des cernes sous les yeux, des mèches argentées soudainement visibles dans ses cheveux noirs, des rides d'inquiétude profonde autour de sa bouche. Derrière elle, le service bourdonnait de sa symphonie familière. Le bip des moniteurs intraveineux, le murmure des ventilateurs, les voix douces des infirmières vérifiant les signes vitaux. 6 enfants occupaient l'unité ce soir, de Bella Martinez, âgée de 4 ans, Bella Martinez, qui luttait contre un neuroblastome, à James Cooper, 12 ans, qui en était à son deuxième combat contre la leucémie. Margaret était infirmière en chef ici depuis 17 ans, assez longtemps pour connaître l'histoire de chaque famille, pour célébrer les rémissions et pleurer les pertes, pour faire partie d'une famille élargie, liée à part égale par la peur et l'espoir. Mais rien au cours de ces 17 années ne l'avait préparé à Derek Holloway. Il est de retour, murmura Rosa Pacheco, l'infirmière de nuit, en apparaissant aux côtés de Margaret. Les mains de Rosa tremblaient légèrement tandis qu'elle serrait sa tablette. La sécurité vient d'appeler. Il est dans le hall principal et demande à voir Emma. Margaret sentit son estomac se nouer. Emma Holloway, 7 ans, était assise dans la chambre 304, occupée à colorier un livre, la tête chauve recouverte d'un bonnet violet tricoté par sa grand-mère. Une leucémie lymphoblastique aiguë détectée suffisamment tôt pour lui donner 85% de chances de survie si elle pouvait suivre son traitement jusqu'au bout, si son père ne détruisait pas d'abord ses chances de vivre. L'ordonnance restrictive, commença Margaret. Il est au courant, l'interrompit Rosa. Il les met au défi de l'appliquer. Il dit qu'aucun bout de papier ne l'empêchera de voir sa fille. La sécurité fait traîner les choses, mais tu sais que Todd ne peut pas l'arrêter physiquement. Aucun d'entre eux ne le peut. Margaret le savait. Todd Washington, le gardien de nuit, avait 63 ans et se remettait d'une opération de remplacement de la hanche. L'autre gardien en service était Mike Chen. Aucun lien de parenté. Un jeune de 24 ans qui pesait peut-être 65 kilos tout mouillé. Derek Holloway mesurait 1,93 m, pesait 118 kg, était plein de rage et se croyait tout permis, avec un casier judiciaire comprenant des agressions, des violences domestiques et des destructions de biens. La police avait déjà été appelée 2 fois lorsque Derek avait fait irruption dans la chambre d'Emma, criant que la médecine moderne était un poison, que la prière et la pensée positive guériraient sa fille, que la mère d'Emma, Sandra, faible parce qu'elle écoutait les médecins. La deuxième visite s'était terminée par Derek attrapant le pied à perfusion d'Emma et le lançant à travers la pièce, manquant de peu une infirmière. La perfusion s'était détachée du port d'Emma, laissant l'enfant hurler de douleur et de terreur, tandis que son père fulminait sur la foi et la guérison. C'est alors que Sandra avait déposé une ordonnance restrictive. C'est alors que Derek avait commencé à proférer des menaces. Le message vocal d'hier soir avait poursuivi Rosa, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il disait qu'il allait ramener Emma à la maison. Il disait que si quelqu'un essayait de l'en empêcher, cette personne le regretterait. Margaret, j'ai des enfants, je ne peux pas. Je sais, avait répondu Margaret en serrant l'épaule de Rose. Elle comprenait. Cette peur était rationnelle, justifiée. Derek n'avait plus rien à perdre. Il avait déjà perdu son travail, son mariage, sa maison. Le désespoir rendait les gens dangereux.
et le désespoir de Derek s'était transformé en quelque chose de plus sombre. Margaret sortit son téléphone et appela le docteur Patricia Williams, l'oncologue de garde. La conversation fut brève et tendue. L'administration de l'hôpital avait déjà été prévenue. La police était en route, mais elle devait s'occuper d'un accident impliquant plusieurs voitures sur l'autoroute I-94. Le délai d'intervention minimum était de 30 minutes. L'équipe juridique de l'hôpital conseilla de garder Derek calme, de ne pas aggraver la situation et de tout documenter. C'est tout. La voix de Margaret s'éleva malgré ses efforts. Le gardeur calme alors qu'il terrorisait des enfants malades. Le soupir du Dr. Williams traduisait 17 ans de frustration face à des systèmes trop lents à protéger les personnes vulnérables. J'arrive. 15 minutes. Pouvez-vous retenir le service jusqu'à mon arrivée? Margaret raccrocha et se retourna pour trouver Sandra Halloway debout dans le couloir, le visage pâle, les mains serrées si fort que ses jointures étaient blanches. À 32 ans, Sandra semblait à la fois plus jeune et plus âgée que son âge. Plus jeune par sa silhouette menue et ses traits délicats, plus âgée par l'épuisement qui se dégageait de chacun de ses pores. « J'ai entendu, dit Sandra, il est vraiment là. La police arrive, lui assura Margaret avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait. L'ordonnance restrictive est applicable, il ne peut pas. Tu ne comprends pas, l'interrompit Sandra, d'une voix monocorde empreinte d'une terrible certitude. Derek se fiche des ordonnances restrictives, de la police ou des conséquences. Il a décidé qu'Emma devait être avec lui et il est prêt à mettre le feu au monde entier pour obtenir ce qu'il veut. J'ai déjà vu ce regard dans ses yeux. Margaret l'avait vu aussi lors de la dernière visite de Derek. Le regard sauvage et vague de quelqu'un qui agit au-delà de la raison, au-delà de la loi, au-delà des relations humaines. Elle avait travaillé avec suffisamment de familles en crise pour reconnaître quand quelqu'un avait franchi une ligne de non-retour. Nous ne le laisserons pas l'emmener, promit Margaret, même si elle se demandait comment elle tiendrait cette promesse. Le rire de Sandra était amer. Avec quoi? 2 gardes de sécurité et de bonnes intentions. Margaret Derek a servi 3 fois en Irak. Il sait comment faire du mal aux gens. Il est doué pour ça. Au bout du couloir, la voix d'Emma flottait à travers la porte ouverte de la chambre 304, lisant à haute voix à Bella un livre d'images sur une petite souris courageuse. L'innocence de cette scène, la douceur pure d'une enfant malade qui en réconforte une autre, fit mal à Margaret. L'ascenseur sonna. Le pouls de Margaret s'accéléra, mais ce n'était que le Dr. Williams qui arrivait en avance, les cheveux gris ébouriffés, toujours vêtu de ses habits de jardinage sous une blouse blanche enfilée à la hâte. « Situation? » demanda le Dr. Williams. « Toujours dans le hall? » répondit Rosa en consultant son téléphone. « La sécurité dit qu'il fait les 100 pas, agité, et qu'il regarde sans cesse les ascenseurs. »« Nous devons déplacer Emma, décida le Dr. Williams. Emmenez-la à un autre étage, là où il ne pourra pas la suivre. »« Non, » répondit Sandra d'une voix calme mais ferme. C'est exactement ce qu'il veut. Il veut nous disperser, isoler Emma. Il nous suivra et nous nous retrouverons alors sur un terrain inconnu, avec un personnel désorienté qui ne connaît pas la situation. Elle regarda Margaret. Nous gardons Emma ici, dans sa chambre, avec la porte verrouillée. Nous faisons cercle. C'était une stratégie tactique judicieuse. Trop judicieuse pour une hygiéniste dentaire qui n'avait jamais vu de combat. Margaret comprit que Derek avait appris à Sandra à penser ainsi, à toujours calculer les voies d'évacuation et les positions défensives. Cette pensée la rendait malade. « Il y a autre chose, » dit Sandra en sortant son propre téléphone. « J'ai appelé quelqu'un. Ce n'est pas conventionnel, mais je n'ai plus d'option conventionnelle. »« Qui? » demanda le Dr. Williams. « Marcus Thompson, » répondit Sandra. « Il dirige la section locale des Hells Angels. » Le nom resta suspendu dans l'air comme de la fumée. Margaret connaissait ce nom, connaissait cette réputation. Les Hells Angels avaient un clubhouse à la périphérie de Battle Creek, un bâtiment délabré devant lequel étaient toujours garées des motos. Le journal local publiait régulièrement des articles à leur sujet, certains accusateurs, d'autres admiratifs malgré eux de leur travail caritatif. Ils étaient à la fois craints et respectés, existant dans une zone grise entre hors-la-loi et protecteurs de la communauté. « Tu connais quelqu'un chez les Hells Angels? » Les yeux de Rose s'écarquillèrent. « Marcus est mon cousin, » expliqua Sandra. « Mon cousin au 2e degré, en fait.
Nous avons grandi ensemble avant que sa famille ne déménage. Nous avons perdu contact pendant des années, mais il m'a contacté quand il a appris le diagnostic d'Emma. Il a envoyé des fleurs, a appelé pour prendre de ses nouvelles. Il a aussi une fille, à peu près du même âge qu'Emma. Que lui as-tu dit? Demanda Margaret avec précaution. La vérité, répondit Sandra, que Derek est ici, qu'il a menacé d'emmener Emma, que la police ne peut pas intervenir assez rapidement. Marcus a dit qu'il passerait quelques coups de fil. Le docteur Williams secoua la tête. Sandra, je comprends que vous soyez désespérée, mais faire venir un gang de motards à l'hôpital, ce n'est pas une bonne idée. Sandra la corrigea d'une voix plus ferme. Un club, et ils ne viennent pas pour semer le trouble. Ils viennent pour y mettre fin. Le téléphone de Margaret vibra. C'était un SMS de Todd, du service de sécurité. Derek devenait de plus en plus agressif et exigeait d'entrer. Il ne tiendrait pas longtemps. Margaret prit une décision. Peut-être était-ce la mauvaise. Peut-être cela lui coûterait-il son emploi. Peut-être cela créerait-il plus de problèmes que cela n'en résoudrait. Mais en regardant Emma faire la lecture à Bella, en voyant l'espoir désespéré de Sandra, en se souvenant de la peur dans les yeux de Rose, elle ne pouvait pas rester les bras croisés et laisser la violence de Derek atteindre ce service. « Combien de temps avant que votre cousin arrive? » demanda Margaret. Sandra vérifia son téléphone. Il avait dit 20 minutes, mais il avait aussi dit qu'il ne serait pas seul. Le grondement commença comme un tonnerre lointain, si faible qu'il était plus ressenti qu'entendu. Margaret était en train de sécuriser la chambre d'Emma, vérifiant 2 fois la serrure de la porte, lorsque la vibration se propagea à travers les fondations du bâtiment. Rosa s'arrêta au milieu du couloir, la tête penchée. « Qu'est-ce que c'est? » demanda-t-elle. Margaret retourna à la fenêtre et eut le souffle coupé. À moto, des dizaines d'entre eux envahissaient le parking de l'hôpital dans un flot de chrome et de cuir. Ils continuaient d'arriver. 30, 40, 50, de plus en plus arrivaient à chaque instant de différentes directions, convergeant vers l'hôpital Bronson Battle Creek comme des limailles de fer attirées par un aimant. « Mon Dieu !» murmura le docteur Williams en rejoignant Margaret à la fenêtre. « Combien en a-t-elle appelé? J'en ai appelé un, » dit Sandra, apparaissant derrière eux avec Emma serrée contre elle. La petite fille regardait dehors, les yeux écarquillés d'émerveillement plutôt que de peur. Marcus avait dû appeler tous les autres. Les motos occupaient tout l'espace disponible, leurs conducteurs descendant de celle à l'unisson, comme s'ils avaient répété le mouvement. Margaret pouvait voir les écussons sur leurs vestes en cuir, même depuis le 3e étage. Le logo distinctif des Hells Angels, une tête de mort ailée. Les noms des sections de Battle Creek, Kalamazoo, Grand Rapids, Lansing. Ils étaient venus de tout le Michigan. Mais il n'y avait pas que des hommes. Margaret compta au moins 30 femmes dans la foule, certaines conduisant leur propre moto, d'autres descendant de la selle passager. De tous âges, des vétérans grisonnants qui semblaient avoir la soixantaine aux jeunes motards à peine sortis de la vingtaine. Blancs, noirs, hispaniques, asiatiques, plus diversifiés que Margaret ne l'avait imaginé. Tous les stéréotypes qu'elle avait en tête se sont effondrés lorsqu'elle a vu une femme aux cheveux colorés, vêtue d'un gilet en cuir, aider un homme noir plus âgé, qui boitait fortement à descendre de sa moto. « C'est Marcus », a dit Sandra en désignant un homme grand, aux cheveux gris mi-longs, qui venait d'arriver sur une énorme Harley-Davidson. Il se déplaçait avec une autorité calme, parlant aux autres motards, les organisant à l'aide de signes de la main et de mots discrets. L'interphone du rez-de-chaussée se mit à grésiller. La voix de Todd essoufflée. « Dr. Williams, vous devez voir ça. Les motards, ils ne causent pas de problème. Ils se mettent en rang. » Margaret regarda Marcus faire des gestes, et les motards formèrent 2 lignes, créant un couloir entre le parking et l'entrée principale de l'hôpital. Ils se tenaient côte à côte, les bras croisés, le visage impassible. D'autres motos continuaient d'arriver. 60, 70, 80. Ils forment un couloir, expliqua Sandra, créant une barrière que Derek doit franchir pour atteindre le bâtiment. C'est fou, marmonna le docteur Williams. Mais Margaret perçut autre chose dans sa voix. Pas tout à fait de l'admiration, mais certainement pas de la condamnation. Je dois parler à l'administration de l'hôpital. Margaret, reste avec les enfants. Rosa, garde toutes les portes fermées. Personne ne bouge tant que nous ne comprenons pas ce qui se passe.
Le docteur Williams se précipita vers l'ascenseur. Margaret resta à la fenêtre, hypnotisée par la chorégraphie qui se déroulait en contrebas. Les moteurs n'étaient ni agressifs ni menaçants. Ils étaient simplement là, immobiles, formant un mur humain de cuir et de denim. Mademoiselle Margaret, la petite voix d'Emma sortit Margaret de sa transe. Ces gens sont-ils là pour aider maman? Margaret s'agenouilla à la hauteur d'Emma, observant le visage maigre de l'enfant, le bonnet violet qui couvrait sa tête chauve, la perfusion visible au niveau de sa clavicule. À 7 ans, elle connaissait déjà intimement la douleur, la peur, le caractère aléatoire de la trahison cellulaire. Oui, ma chérie, dit Margaret, ils sont là pour aider. Ils ont l'air effrayants, observa Emma, avant d'ajouter d'un air pensif. Mais maman n'a plus l'air effrayée. C'était vrai. Le visage de Sandra avait changé. Son expression hantée et traquée avait laissé place à quelque chose de féroce et de reconnaissant. Elle pleurait, mais pas de peur. Marcus a tenu parole, murmura Sandra. Je n'y croyais pas vraiment, mais il a tenu parole. L'ascenseur sonna. Margaret se raidit, mais c'était le Dr. Williams qui revenait avec Frank Morrison, l'administrateur de l'hôpital. Le visage pâle de Frank trahissait son stress. Il avait l'air d'un homme qui voyait sa carrière s'effondrer en temps réel. C'est tout à fait inacceptable, s'écria Frank. Un gang de motards occupe notre parking. Rien que la responsabilité. Ils ne sont pas dans l'hôpital, fit remarquer Margaret. Ils ne bloquent pas l'accès aux urgences. Ils ne menacent personne. Ils intimident, rétorqua Frank. Tant mieux, dit Sandra froidement. Mon ex-mari réagit à l'intimidation. Peut-être que pour une fois dans sa vie, il reculera face à des gens qui ne le laisseront pas faire ce qu'il veut. Frank ouvrit la bouche pour protester, mais une autre voix retentit dans le couloir. Que se passe-t-il ici? Derek Holloway avait franchi le hall d'entrée. La formation de Margaret entra immédiatement en action. Elle se plaça devant Sandra et Emma, s'interposant entre elle et l'homme qui terrorisait ce service depuis des semaines. De près, Derek était encore plus imposant que dans ses souvenirs, avec ses larges épaules, ses cheveux bruns coupés courts, sa mâchoire crispée de colère et ses yeux qui brillaient d'une fureur moralisatrice. « Vous ne pouvez pas être ici, » dit Margaret fermement. « Il y a une ordonnance restrictive. Vous êtes en violation. »« Je suis le père d'Emma, » grogna Derek. « Personne ne m'empêchera de voir ma fille. » « Le tribunal le peut, » intervint le Dr. Williams en se plaçant à côté de Margaret. « Le tribunal qui a examiné votre comportement, vos menaces, votre violence. »« Mensonge !» s'écria Derek. « Sandra est montée tout le monde contre moi. Tout ce que je veux, c'est sauver ma fille de votre poison. » Il pointa un doigt vers le Dr. Williams. « Vos produits chimiques la tuent. La prière, la foi et la guérison naturelle. C'est ce dont elle a besoin. » « Elle a besoin d'une chimiothérapie, » dit le Dr. Williams, d'une voix calme malgré la veine qui battait dans sa tempe. « Elle a besoin de la science médicale. Votre foi n'empêchera pas les cellules cancéreuses de se multiplier. » Blasphème. Derek fit un pas en avant. « Écartez-vous de mon chemin. Emma, viens voir papa. Nous rentrons à la maison où tu seras en sécurité. » Emma se blottit contre la jambe de sa mère en gémissant. Sandra prit sa fille dans ses bras, et Margaret vit les petites mains d'Emma agripper la chemise de sa mère avec une force désespérée. « La sécurité arrive, » dit Frank, la voix tremblante. « Derek, vous devez partir de votre plein gré ou vous serez arrêté. »« Par qui? » Derek rit amèrement. Ce vieil homme en bas avec sa hanche défectueuse. Ce gamin qui a l'air de pouvoir s'envoler au moindre coup de vent. Il s'approcha. « Je vais sortir d'ici avec Emma et personne ne m'en empêchera. Moi, je t'en empêcherai, » dit Margaret calmement. Le regard de Derek se fixa sur elle et Margaret sentit tout le poids de sa rage. Elle mesurait 1,65, pesait 59 kilos, avait 56 ans, souffrait d'arthrite aux genoux et d'hypertension. Derek pouvait la briser sans effort, mais elle ne bougea pas. « Tu vas m'en empêcher. » La voix de Derek était pleine de mépris. « Nous tous, » dit Rosa en sortant de la chambre 306 pour se placer aux côtés de Margaret. Derrière elle venait Teresa Gonzalez, l'infirmière de nuit. Puis le Dr. Williams s'avança, resserrant les rangs. « Toutes les personnes de ce service se dresseront entre vous et Emma. Vous devrez passer par nous tous, » déclara le Dr. Williams. Pendant un instant, Derek sembla sincèrement déconcerté, comme s'il ne pouvait pas comprendre que des gens s'opposent à lui pour protéger l'enfant d'une autre personne.
Puis son visage s'assombrit. « Très bien, dit-il, nous allons procéder de manière plus radicale. » Il se précipita vers eux. Margaret leva instinctivement les mains, un geste inutile face à la masse et à l'élan de Derek. Elle vit son poing arriver, savait qu'elle ne pourrait pas l'éviter et se prépara à l'impact. Mais le coup ne vint jamais. Marcus Thompson apparut dans l'embrasure de la porte comme un fantôme, se déplaçant avec une rapidité qui contrastait avec sa taille et son âge. Il attrapa le poignet de Derek en plein élan et le tordit, redirigeant l'élan de sorte que Derek trébucha sur le côté et heurta le mur. « Ça suffit, dit Marcus calmement. » Derek se remit sur pied et se retourna pour faire face à cette nouvelle menace. Marcus était quelques centimètres plus petit que Derek, mais plus large au niveau des épaules, avec des bras musclés par des décennies de travail manuel. Ses cheveux gris étaient tirés en arrière en queue de cheval, son visage buriné était calme, ses yeux sombres, totalement dépourvus de peur. « Qui êtes-vous, bon sang ?» demanda Derek. « Quelqu'un qui ne frappe pas les femmes et ne terrorise pas les enfants de malades, » répondit Marcus. « Quelqu'un qui sait quand il est temps de s'en aller. »« Cela ne vous regarde pas. Tu t'en es mêlé quand tu as menacé ma famille, » dit Marcus. Derrière lui, deux autres motards apparurent dans l'embrasure de la porte. Un homme noir massif, le crâne rasé et vêtu d'un gilet en cuir qui l'identifiait comme Tiny, et un hispanique mince, la barbe sombre parsemée de mèches argentées, qui portait l'écusson du capitaine de route. Le regard de Derek passa rapidement de l'un à l'autre, calculant 3 contre 1, très courageux. « En fait, » grogna Tiny d'une voix qui ressemblait à des pierres qui s'entrechoquent, « c'est plutôt 500 contre 1. Nous avons des gens qui surveillent chaque entrée, chaque couloir, chaque cage d'escalier. Vous voulez partir? Personne ne vous en empêche. Mais Emma reste ici, où elle est en sécurité, où elle reçoit des soins, où sa mère peut s'occuper d'elle. » « Vous ne pouvez pas faire ça, » dit Derek, mais sa voix avait perdu de son mordant. « Vos criminels, les membres de votre gang, la police est en route, » confirma Marcus. « Ils devraient arriver d'une minute à l'autre. Vous pourrez leur expliquer pourquoi vous avez violé une ordonnance restrictive, agressé le personnel hospitalier et tenté d'enlever une enfant sous traitement contre le cancer. » Il fit une pause. « Ou vous pouvez partir tranquillement maintenant et peut-être qu'ils seront indulgents avec vous. » Le visage de Derek subit une série de transformations. Rage, calcul, désespoir, défaite. Margaret regarda un homme réaliser qu'il avait enfin rencontré un mur qu'il ne pouvait pas franchir. « Ce n'est pas fini, » dit Derek, mais ses mots sonnaient creux. « Oui, » dit Marcus, « c'est vraiment fini. Tu as terminé ici, Derek. Tu as fini de menacer Sandra. Tu as fini de terroriser Emma. Tu as fini de rendre la vie impossible à des gens qui essaient simplement d'aider un enfant malade. Pars tant que tu le peux encore. » Pendant un long moment, Derek resta figé, son orgueil luttant contre son instinct de survie. Puis, lentement, il se retourna et se dirigea vers l'ascenseur. Marcus et ses compagnons le suivirent à distance respectable, s'assurant que Derek partait réellement. Margaret sentit soudain ses jambes fléchir. Elle s'agrippa au comptoir du poste des infirmières pour se soutenir, l'adrénaline s'échappant de son corps et la laissant trembler. Rosa pleurait doucement. Le docteur Williams avait les yeux fermés et respirait profondément. Et Sandra s'était effondrée à genoux, tenant toujours Emma dans ses bras, toutes deux sanglotant de soulagement. « C'est fini, ma chérie, » murmura Sandra dans le bonnet violet d'Emma. « Il est parti. Tu es en sécurité. Je te le promets, tu es en sécurité. » Emma leva son visage baigné de larmes. « Les hommes effrayants en cuir, ils ont fait partir papa. »« Oui, ma chérie, alors ils ne sont pas effrayants, » décida Emma. « Leurs héros. » Depuis la fenêtre, Margaret regarda Derek sortir dans le parking, flanqué de Marcus et de ses compagnons. Les 2 rangées de motards restèrent impassibles, tandis que Derek passait entre eux. Personne ne le toucha. Personne ne lui adressa la parole, mais leur présence disait tout. Cet hôpital, ce service, ces enfants, ils étaient sous protection. Derek atteignit son camion, monta à bord et partit. Les motards ne bougèrent pas. 3 heures plus tard, les motards étaient toujours là. Margaret se tenait à la fenêtre avec une tasse de café, sa 4e de la nuit, observant le parking. La température était tombée à 4 degrés et une pluie froide d'octobre commençait à tomber. Mais les motards restaient à leur poste. Certains avaient sorti des vêtements de pluie de leurs sacoches.
D'autres restaient simplement debout sous la pluie, l'eau ruisselant sur leurs vestes en cuir. Ils sont toujours là, demanda Rosa en rejoignant Margaret avec sa propre tasse de café. Tous, sans exception, confirma Margaret. Elle les avait recomptés. Leur nombre avait en fait dépassé les 200 motos et d'autres arrivaient régulièrement. La police était venue puis repartie. La police de Battle Creek avait pris des dépositions et arrêté Derek lorsqu'elle l'avait trouvé assis dans un bar à 3 pâtés de maison de l'hôpital, proférant des menaces. La violation de l'ordonnance restrictive, ajoutée à l'accusation d'agression, signifiait qu'il serait détenu au moins pour la nuit, voire plus longtemps. Les agents avaient parlé à Marcus, qui leur avait expliqué la situation calmement et de manière professionnelle. Les motards n'avaient d'enfreint aucune loi. Ils étaient simplement des citoyens concernés occupant l'espace public. « Je ne comprends pas, » dit Rosa. « Ils ont fait ce qu'ils étaient venus faire. Derek a été arrêté. Pourquoi ne sont-ils pas partis? » « Parce que, » dit une nouvelle voix derrière eux, « ce n'est pas ainsi que nous fonctionnons. » Margaret se retourna et vit une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux gris courts, portant des lunettes à monture métallique et un gilet des Hells Angels par-dessus un cardigan sobre. Elle tendit la main. « Diane Thompson, je suis la femme de Marcus. J'ai pensé venir vous expliquer ce qui se passe avant que vous ne perdiez la tête à vous poser des questions. » Margaret lui serra la main, remarquant la poigne ferme et le sourire chaleureux de Diane. Ce n'était pas ce qu'elle attendait de la femme d'un motard, mais rien ce soir-là n'avait répondu à ses attentes. « Je vous en prie, » dit Margaret en désignant la salle de pause. « Du café? Oui, volontiers. » Une fois assise avec leur tasse fumante, Diane expliqua. « Marcus a d'abord appelé notre section, puis il a contacté les sections alliées à travers le Michigan. La nouvelle s'est répandue rapidement. Une mère célibataire, un enfant malade, un ex-violent qui profère des menaces. C'est une combinaison qui fait réagir les gens. « Mais pourquoi rester? » demanda le Dr. Williams en les rejoignant. « Derek est en détention. »« Pour l'instant, » répondit Diane, « mais il sera probablement libéré sous caution demain matin, et quand ce sera le cas, il reviendra. Les hommes comme Derek reviennent toujours. Ils n'apprennent pas. Ils ne changent pas. Et ils n'acceptent certainement pas la défaite avec élégance. Le mot s'est posé dans la pièce comme du givre. « Alors, vous allez faire quoi? » a demandé Rosa. « Monter la garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par roulement, jusqu'au procès de Derek ou jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose qui le fasse enfermer pour longtemps, » a confirmé Diane. « Nous veillerons à ce qu'il y ait toujours quelqu'un ici. Il ne s'approchera plus jamais d'Emma. » Margaret sentit les larmes lui monter aux yeux. « Vous les connaissez à peine. Pourquoi faites-vous cela? » L'expression de Diane s'adoucit. « Il y a 17 ans, ma fille Lily a été diagnostiquée avec le même cancer qu'Emma. Tout était en phase précoce et le pronostic était bon. Elle avait 6 ans. Elle fit une pause pour se ressaisir. Mon ex-mari a très mal réagi. Il n'était pas violent comme Derek, mais il n'arrivait pas à gérer la situation. Il nous a quittés, a disparu, m'a laissé seul avec une enfant malade, des factures médicales que je ne pouvais pas payer et un emploi où je risquais d'être licencié pour avoir pris trop de congés. Je suis vraiment désolé, murmura Margaret. La communauté nous a sauvés, poursuivit Diane. Pas la communauté officielle, ni les églises, ni les associations caritatives, ni les programmes gouvernementaux. Des gens ordinaires, mes voisins, mes collègues, de parfaits inconnus qui avaient entendu parler de Lily. Ils ont organisé des collectes de fonds, pris mes corps de travail, conduit Lily à ses rendez-vous quand je ne pouvais pas le faire. Les Hells Angels. C'était avant que Marcus et moi nous marions. Ils ont entendu parler de notre situation et ont commencé à venir. Ils ont apporté de la nourriture, payé les factures, fait en sorte que je puisse me concentrer sur Lily plutôt que sur ma survie. « Comment va-t-elle maintenant? » demanda le Dr. Williams. Le sourire de Diane s'illumina. Lily vient d'obtenir son diplôme d'infirmière. Elle travaille dans un hôpital à Grand Rapids. Elle a 23 ans, elle est en bonne santé et forte, parce que des gens se sont souciés d'elle et l'ont aidée quand nous en avions le plus besoin. C'est donc une façon de rendre l'appareil, dit Margaret. C'est reconnaître les nôtres, corrige Diane. Emma fait désormais partie de notre communauté, qu'elle le sache ou non. Sandra aussi. Et vous tous d'ailleurs. Vous avez tenu tête à Derek alors que vous n'étiez pas obligés de le faire. Cela compte beaucoup pour nous. Un remue-ménage dans le couloir les interrompit.
Marcus apparut dans l'embrasure de la porte, trempé, son gilet en cuir dégoulinant sur le sol. Tout va bien? Demanda Diane. Plus que bien, répondit Marcus. Frank, de l'administration, vient de descendre. Il dit que l'hôpital va apporter du café et de la nourriture à tout le monde dehors. Et écoutez ça, la chaîne d'information locale veut faire un reportage. Hors de question, répondit immédiatement Diane. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est que les caméras transforment cela en spectacle. C'est ce que je leur ai dit, a approuvé Marcus. Il ne s'agit pas de publicité. Il s'agit d'une petite fille qui doit pouvoir terminer son traitement en paix. Frank Morrison lui-même est apparu ensuite, l'air nettement moins stressé qu'auparavant. Je vous dois des excuses, a-t-il dit en s'adressant à Marcus et Diane. J'ai fait des suppositions. J'avais tort. C'est le cas de la plupart des gens, a répondu Marcus sans rancune. Nous y sommes habitués. Eh bien, a poursuivi Frank, j'ai autorisé l'utilisation complète des installations de l'hôpital pour vos collaborateurs. Toilettes, distributeurs automatiques, accès à la cafétéria. Si vous protégez nos patients, le moins que nous puissions faire est de veiller à votre confort. Nous apprécions cela, a déclaré Marcus. Mais pour être clair, nous n'avons pas besoin d'autorisation. Nous serions ici de toute façon. Frank acquiesça lentement. Je commence à comprendre cela. Le téléphone de Margaret vibra, signalant un SMS de Sandra. Emma peut-elle rencontrer Marcus? Elle veut le remercier. 5 minutes plus tard, ils étaient tous entassés dans la chambre 304. Emma était assise dans son lit, son livre de coloriage oublié, les yeux écarquillés, tandis que Marcus s'agenouillait à côté d'elle. Malgré sa taille et l'effrayant patch en forme de crâne sur son gilet, son expression était douce. « Bonjour Emma, dit-il doucement. Comment te sens-tu? Un peu mieux. Les médicaments me font mal, admit-elle. Mais mademoiselle Margaret dit qu'ils font disparaître les mauvaises cellules. C'est vrai, confirma Marcus. Les médicaments sont durs, mais tu es plus forte. Tu sais comment je le sais. Emma secoua la tête. Parce que tu es toujours là. Tu continues à te battre. Tu restes courageuse même quand tu as peur. C'est la chose la plus difficile que l'on puisse faire. Tu as eu peur quand mon papa est arrivé? Demanda Emma. Marcus réfléchit sérieusement à la question. Un peu. Oui. Être courageux ne signifie pas que l'on n'a pas peur. Cela signifie que l'on fait ce qu'il faut même quand on a peur. Comme la souris dans mon livre, dit Emma en s'animant. Elle avait peur du chat, mais elle a quand même sauvé sa famille. Exactement comme ça, acquiesça Marcus. Tu es comme cette souris courageuse, Emma. Et tout comme la souris a reçu l'aide de ses amis, toi aussi, tu as des gens qui veillent sur toi. Les motards dehors. C'est vrai. Mes amis et moi, nous allons faire en sorte que tu puisses rester ici et te rétablir sans que personne ne te dérange. Considère-nous comme tes souris gardiennes personnelles. Emma gloussa. C'était le premier rire sincère que Margaret entendait de sa part depuis des semaines. Des souris gardiennes, mais vous êtes grands comme des ours. Même les ours peuvent être des souris gardiennes s'ils le veulent, dit Marcus solennellement, et Emma gloussa à nouveau. Sandra pleurait ouvertement maintenant, sans se soucier d'essuyer ses larmes. « Merci, murmura-t-elle à Marcus. « Merci beaucoup. » Marcus se leva, les genoux craquants. « Pas besoin de remercier. Ta famille, fit-il après une pause. « Sandra, j'ai quelque chose à te dire. Je suis désolé de ne pas avoir été plus présent quand nous étions enfants. Désolé de ne pas avoir pris contact plus tôt quand j'ai appris pour Emma. La famille doit être présente, et je ne l'ai pas été jusqu'à présent. « Tu es là maintenant, dit Sandra. C'est ce qui compte. » Margaret raccompagna Marcus jusqu'à l'ascenseur. Avant que les portes ne s'ouvrent, elle posa la question qui la taraudait depuis le début de la soirée. Que se passera-t-il si Derek est libéré sous caution et revient avec des renforts? Et s'il amenait des amis, d'autres personnes comme lui? L'expression de Marcus se durcit. Alors nous serons là et Emma sera toujours en sécurité. Il croisa le regard de Margaret. Tu ne comprends pas encore, mais tu comprendras. Quand nous disons que nous protégeons quelqu'un, nous le pensons vraiment. Toutes les personnes qui sont dehors sous la pluie en ce moment ont un travail, une famille, des responsabilités, mais elles sont ici parce que c'est plus important. Parce qu'une fillette de 7 ans ne devrait pas avoir peur dans un hôpital. Parce que parfois, le système n'agit pas assez vite et que des gens ordinaires doivent prendre le relais. Vous n'êtes pas des gens ordinaires, dit Margaret doucement. Marcus sourit. Peut-être pas.
Mais nous ne sommes pas non plus ce à quoi vous vous attendiez, n'est-ce pas? Non, admet Margaret. Vous ne l'êtes pas. Après le départ de Marcus, Margaret fit le tour de la salle. Les autres patients et leurs familles avaient tous entendu parler de ce qui s'était passé. Les nouvelles circulaient vite dans les ailes de l'hôpital. Les parents s'approchèrent de Margaret avec des questions, des inquiétudes et finalement de la gratitude. La présence des motards, initialement alarmante, était devenue étrangement réconfortante. Savoir qu'il existait une protection à l'extérieur, que quelqu'un veillait, que la violence n'atteindrait pas leurs enfants vulnérables. Cela leur permettait de respirer plus facilement. La mère de James Cooper, Beth, prit Margaret à part. Mon ex-mari n'est pas comme le père d'Emma, dit-elle doucement, mais il est imprévisible. Parfois, il se présente ivre et fait des scènes. J'ai peur de demander une ordonnance restrictive, car je ne sais pas comment il réagirait. Parlez à Sandra, suggéra Margaret. Elle peut vous présenter Marcus. Peut-être qu'avec un peu de soutien, ce sera plus facile. Beth acquiesça avec gratitude. C'est étrange, n'est-ce pas? On m'a toujours appris à craindre les gens comme eux. Mais en ce moment, ce sont les personnes les plus sûres dans cet immeuble. Cette pensée resta dans l'esprit de Margaret pendant qu'elle terminait sa tournée. Combien de fois avait-elle fait des suppositions basées sur les apparences, les stéréotypes, les récits des médias? Les motards dehors n'étaient pas des anges. Marcus lui-même aurait probablement ri de cette description. C'étaient des personnes complexes, imparfaites et réelles. Mais c'étaient des personnes qui avaient choisi de rester debout sous la pluie froide pendant des heures pour protéger un enfant qu'elles n'avaient jamais rencontré. C'était de l'héroïsme, un héroïsme discret, inconfortable et sans glamour. À 2 heures du matin, Margaret retourna à la fenêtre. La pluie s'était intensifiée, mais les moteurs étaient toujours là. Quelqu'un avait installé un auvent dans un coin du parking, et les moteurs se relayaient par équipe, se réchauffant brièvement avant de retourner à leur poste. Elle regarda Diane Thompson se déplacer parmi eux avec des thermos de café, vérifier que tout le monde allait bien, organiser la rotation. Margaret comprit alors qu'il s'agissait d'une communauté. Pas un gang, pas une organisation, mais une communauté qui prenait soin des siens et qui élargissait sa définition du sien pour inclure toute personne ayant besoin de protection. Son téléphone vibra. C'était un SMS de sa fille en Californie. J'ai vu les images à la télévision. Maman, tu vas bien? C'est motard. Margaret sourit et répondit. Je ne me suis jamais senti aussi en sécurité. Derek fut libéré sous caution 36 heures de plus tard. Margaret l'apprit par l'inspectrice Sarah Morrison, qui avait été affectée à l'affaire. Sarah était une femme menue d'une quarantaine d'années, au regard perçant et à l'attitude pragmatique, forgée par 20 ans dans les forces de l'ordre. Son frère a payé la caution, expliqua Sarah, assise en face de Margaret à la cafétéria de l'hôpital. Les avocats commis d'office ont fait valoir qu'il s'agissait d'un malentendu, que Derek était émotif mais n'avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit, qu'il suivait une thérapie comme le veut la procédure habituelle pour les hommes comme lui. « Est-ce que ça va marcher? » demanda Margaret, l'estomac noué. « Probablement pas, mais cela pourrait réduire ou reporter sa peine, » répondit Sarah d'un ton grave. « Le système judiciaire est lent et Derek sait comment s'y prendre. Il restera loin de l'hôpital pour l'instant. Il n'est pas stupide, mais les ordonnances restrictives ne sont que du papier. Elles n'arrêtent ni les balles ni les coups de poing. « Les motards sont toujours dehors, dit Margaret. « Je sais, répondit Sarah. J'ai été informé. Honnêtement, il me facilite la tâche. Derek a pris peur. Il sait qu'il ne peut pas simplement foncer et prendre Emma de force. Cela nous donne le temps de monter un dossier plus solide. Et Sandra, est-elle en sécurité? Des voitures de patrouille passent régulièrement devant son appartement, répondit Sarah après une hésitation. Apparemment, certains moteurs surveillent aussi son domicile. Rien d'intrusif, il s'assure simplement que Derek ne se présente pas là-bas. Est-ce légal? Demanda Margaret. Sarah sourit. Il n'enfreigne aucune loi. Les citoyens ont le droit de se tenir sur la voie publique et de surveiller les rues. Tant qu'ils ne harcèlent personne et ne bloquent pas l'accès, il n'y a rien d'illégal à cela. Elle s'est penchée en avant. Entre nous, je suis contente qu'ils soient là. En 20 ans, j'ai vu trop d'ordonnances restrictives finir comme preuve sur des scènes de crime. Ces motards empêchent quelque chose de grave de se produire. Ils ne le provoquent pas.
Le test a eu lieu 4 jours plus tard, par un matin gris de novembre. Margaret est arrivée pour prendre son service et a trouvé le parking exceptionnellement bondé. Les rotations des moteurs s'étaient stabilisées selon un schéma prévisible, généralement 30 à 40 pendant la journée, davantage la nuit. Mais aujourd'hui, il y avait facilement une centaine de motos et d'autres arrivants. Il se passe quelque chose, a dit Rosa lorsque Margaret est arrivée dans le service. Marcus a appelé il y a 1 heure pour demander combien l'hôpital comptait d'entrées, où se trouvaient les quais de chargement et les angles morts des caméras de sécurité. Il était très professionnel. L'instinct de Margaret s'est mis en alerte. Ce devait être Derek. Sinon, pourquoi auraient-ils augmenté leurs effectifs? La réponse est venue à 10h57 lorsque le camion de Derek s'est garé sur le parking des visiteurs. Mais il n'était pas seul. 3 autres camions le suivaient, transportant au moins une douzaine d'hommes. Margaret reconnut Tyler, le frère de Derek, ses copains de beuverie du VFW Hall, quelques cousins de Grand Rapids. Tous étaient des hommes imposants, se déplaçant avec une assurance agressive. « Oh mon Dieu » murmura Rosa en regardant par la fenêtre. Il avait amené des renforts. Marcus avait anticipé cela. Alors que Derek et son groupe s'approchaient de l'entrée principale, des moteurs surgirent de toutes parts. Le couloir humain se reforma instantanément, mais cette fois-ci avec 3 rangées de chaque côté. D'autres moteurs apparurent sur les passerelles supérieures de l'hôpital, postés aux entrées latérales, debout près des quais de chargement. Derek s'arrêta à 3 mètres de l'entrée, son entourage se déployant derrière lui. Margaret pouvait entendre sa voix à travers la fenêtre qu'elle avait entr'ouverte. « Nous entrons », annonça Derek. « Nous sommes des citoyens américains rendant visite à un membre de notre famille à l'hôpital. Vous n'avez pas le droit de nous en empêcher. Vous avez une ordonnance restrictive, » répondit Marcus calmement, s'avançant hors de la ligne. « La violer signifie une arrestation immédiate. Vos amis ici présents sont les bienvenus pour rendre visite à qui ils veulent. Mais pas vous, Derek. Pas ici, pas maintenant, plus jamais. »« C'est un enlèvement », cria Derek. « Sandra empoisonne l'esprit de ma fille contre moi, et ses médecins empoisonnent son corps. J'ai des droits en tant que père. »« Vous avez perdu ces droits lorsque vous avez terrorisé Emma, » dit Marcus. « Lorsque vous avez attrapé ce pied de perfusion et que vous l'avez jeté. Lorsque vous avez crié à une enfant malade que sa mère essayait de la tuer. C'est vous qui avez fait ça, Derek, vous. » Tyler Holloway s'avança, flanquant son frère. « Vous n'avez aucune autorité ici. Vous n'êtes qu'une bande de motards qui jouent à faire semblant. Que se passera-t-il si nous appelons la police? Ils arrêteront Derek pour violation de l'ordonnance restrictive, » dit une nouvelle voix. L'inspectrice Morrison était arrivée et avait garé sa voiture de police à la lisière de la foule. Elle s'approcha avec 2 agents en uniforme et ils vous demanderont probablement, messieurs, pourquoi vous accompagnez une personne qui est expressément interdite d'accès ici. Nous ne savions pas qu'il y avait une ordonnance restrictive, dit rapidement Tyler. Maintenant, vous le savez, répondit Sarah. Derek, vous devez partir. Vos amis doivent partir. Ce n'est pas négociable. Je veux voir ma fille. La voix de Derek se brisa, et pendant un instant, Margaret vit une véritable angoisse sous la rage. « Voilà, madame, elle est en train de mourir, et il ne me laisse de même pas lui dire au revoir. Emma n'est pas en train de mourir, » dit Marcus d'une voix plus douce. « Elle a 45% de chance de survie avec un traitement. Mais elle a besoin de ce traitement, Derek. Elle doit rester ici, rester calme, rester concentrée sur son rétablissement. Ta présence a l'effet inverse. Tu la stresses, tu lui fais peur, tu rends tout plus difficile. »« Je suis son père, » dit Derek. Mais le feu s'éteignait peu à peu. Alors agis comme tel, le défia Marcus. Fais passer les besoins d'Emma avant ta fierté. Laisse-la guérir. Laisse sa mère s'occuper d'elle sans crainte. Sois l'homme dont Emma a besoin, pas celui que ton ego te dit d'être. Pendant un long moment, Derek resta figé, les larmes coulant sur son visage. Puis Tyler posa une main sur son épaule. « Allez, Derek, ça n'en vaut pas la peine. »« C'est ma petite fille, » murmura Derek. « Je sais, » répondit Tyler, « mais ce n'est pas comme ça que tu l'aideras. Allons-y. » Le groupe Holloway se retira lentement, Derek se retournant sans cesse comme pour mémoriser quelque chose qu'il ne reverrait plus jamais. Margaret regarda les camions partir et ne ressentit aucune satisfaction, seulement une profonde tristesse pour cet homme tellement brisé par son propre sentiment d'inadéquation
qu'il préférait détruire plutôt que d'admettre sa faiblesse. Il reviendra, prédit Rosa. Peut-être, dit Marcus, qui venait de se présenter dans le service pour prendre des nouvelles. Mais chaque fois qu'il reviendra, il nous trouvera ici. Finalement, il finira par le comprendre. Le docteur Williams les rejoignit. Le procès est prévu pour le 15 décembre. Si Derek est condamné, il purgera au moins 90 jours, voire plus. D'ici là, Emma sera en rémission. Nous constatons une excellente réponse au protocole de traitement. Et après avoir purgé sa peine, demanda Margaret, l'ordonnance restrictive est valable pendant 5 ans. Sarah Morrison répondit, après avoir suivi Marcus à l'étage. Si Derek la viole à nouveau, il sera obligatoirement emprisonné, sans possibilité de libération sous caution. La plupart des gens finissent par comprendre. La plupart acquiescent à Marcus. Mais nous serons prêts pour les exceptions. Cet après-midi-là, l'équipe soignante d'Emma annonça une nouvelle incroyable. Ses dernières analyses sanguines montraient une baisse spectaculaire des marqueurs de leucémie. La chimiothérapie fonctionnait encore mieux que prévu. Le docteur Williams estimait qu'Emma pourrait sortir dans les 3 semaines si les progrès se poursuivaient. Sandra pleura, mais cette fois-ci, c'était de joie. Les moteurs à l'extérieur ont célébré à leur manière, plus discrètement que ce à quoi les étrangers auraient pu s'attendre. Pas de cris ni de pneus brûlés, juste des poings levés, des hochements de tête satisfaits et quelques motards retirant leur casque pour un moment de réflexion. Ils se soucient d'elle, a dit Rosa en regardant par la fenêtre. Ils se soucient vraiment d'Emma. Bien sûr, répondit Margaret. C'est pour cela qu'ils sont ici. Mais l'épreuve n'était pas terminée. Cette nuit-là, vers 23 heures, la sécurité de l'hôpital repéra quelqu'un qui tentait d'entrer par une entrée de service située à l'est du bâtiment. Une silhouette mince vêtue de noir se déplaçait avec une discrétion délibérée, évitant les caméras. Les motards l'aperçurent les premiers. Diane Thompson, en patrouille avec 2 autres motards, intercepta la personne avant même que la sécurité n'ait pu réagir. Lorsque Margaret est arrivée, alertée par un SMS, ils ont découvert l'identité de l'intrus. Linda Holloway, la mère de Derek, la grand-mère d'Emma. Elle avait 62 ans, était maigre comme un clou, avait les cheveux teints en noir et le regard désespéré. Elle serrait contre elle un sac rempli de remèdes homéopathiques, de cartes de prière et de flacons de compléments alimentaires. « Je ne suis pas venue pour causer des problèmes », a insisté Linda, la voix tremblante. « Je veux juste donner à Emma de vrais médicaments, pas le poison qu'ils lui injectent. » « Madame, dit Diane d'un ton ferme, mais sans méchanceté, cela n'aidera pas Emma. Cela pourrait même lui faire du mal. Certains compléments alimentaires interfèrent avec la chimiothérapie. « Vous êtes tous trompés, dit Linda. Derek avait raison. Le milieu médical la tue à petit feu et Sandra est trop faible pour s'en rendre compte. Margaret sentit la colère monter en elle, mais elle la réprima. Linda était aussi une victime à sa manière. Une femme qui avait élevé un fils incapable d'accepter la réalité, qui avait encouragé ses pires pulsions, qui préférait croire à un complot plutôt que d'affronter des vérités dérangeantes. « Linda, dit Margaret doucement, les marqueurs cancéreux d'Emma sont en baisse. Le traitement fonctionne. Elle va s'en sortir. Grâce à la prière, insista Linda. Parce que j'ai prié sans relâche. Grâce à la médecine, l'interrompit le docteur Williams, apparaissant comme un ange vengeur dans sa blouse blanche. Grâce à des années de recherche, d'essais cliniques, à des oncologues brillants qui ont mis au point des protocoles qui guérissent réellement les enfants. Vos prières n'ont pas fait de mal, mais ce n'est pas elles qui sauvent la vie d'Emma. Le visage de Linda se décomposa. Je veux juste la voir, lui dire que sa grand-mère l'aime. Vous pouvez, dit Marcus doucement, mais pas comme ça. Pas en vous faufilant la nuit avec des produits qui pourraient lui nuire, pas en contournant l'autorité de sa mère. Si vous voulez avoir une relation avec Emma, vous devez respecter les limites fixées par Sandra. Vous devez accepter la réalité. Derek a tort, dit Marcus d'un ton neutre. Et au fond, tu le sais, tu l'as toujours su. Ton fils a des problèmes, Linda, des problèmes qui n'ont rien à voir avec les hôpitaux, les médecins ou les complots. Il a besoin d'aide, d'une aide réelle, d'une aide professionnelle. Mais au lieu de le pousser dans cette direction, tu encourages ses délires. Ces mots la frappèrent comme des coups physiques. Linda tituba et se rattrapa au mur. Pendant un instant, Margaret crut qu'elle allait s'effondrer. Puis quelque chose changea dans le visage de la vieille femme.
Une fissure dans son armure défensive. Je ne savais pas comment l'aider, murmura Linda. Après le départ de son père, Derek était tout le temps en colère. Je pensais que si je le soutenais, si j'étais d'accord avec lui, il se calmerait. Mais ça n'a jamais été le cas, il a juste empiré. Il n'est pas trop tard, dit Diane, pour vous deux, mais il faut commencer par accepter la réalité. Emma a un cancer. Elle a besoin d'une chimiothérapie. Sandra a fait les bons choix en tant que mère d'Emma. Et Derek doit assumer les conséquences de ses actes, puis obtenir une aide réelle. Linda pleurait maintenant. 40 ans de complaisance et de déni finissaient par s'effondrer. Puis-je la voir? Juste la voir? Je n'apporterai pas ça, dit-elle en montrant le sac. Je ne dirai rien qui puisse la bouleverser. J'ai juste besoin de savoir qu'elle va bien. Margaret regarda Marcus, qui regarda Sarah Morrison arriver pendant la confrontation. C'est à Sandra de décider, dit Sarah. Elle est la tutrice légale d'Emma et a la garde exclusive. Si elle est d'accord et si Linda respecte les règles, je ne vois aucune raison de porter plainte pour intrusion. Sandra, appelée depuis la chambre d'Emma, écouta la situation. Son visage était indéchiffrable, traitant en quelques secondes des décennies de dynamique familiale complexe. Vous pouvez la voir, dit finalement Sandra. Demain, pendant les heures de visite en ma présence, pendant 10 minutes, vous direz à Emma que vous l'aimez, que vous êtes fier de son courage. Vous ne mentionnerez pas votre fils. Vous ne remettrez pas en question son traitement. Et vous n'essayerez plus jamais de vous faufiler à l'intérieur. Je vous le promets. Linda dit. Merci, Sandra. Merci. Après le départ de Linda, raccompagnée à sa voiture par Diane et la sécurité de l'hôpital, Margaret se retrouva seule avec Marcus dans le couloir vide. C'était plein de compassion, dit Margaret, en la laissant voir Emma. C'est de cela qu'il s'agit, répondit Marcus. Pas une punition, pas une vengeance, juste protéger Emma pendant qu'elle guérit. Si cela signifie donner à Linda une chance d'être une vraie grand-mère au lieu d'être celle qui aide Derek, alors c'est ce que nous faisons. Combien de temps resterez-vous? Demanda Margaret. Le procès n'aura lieu qu'en décembre. C'est dans plus d'un mois. Nous serons là, répondit simplement Marcus. Nous nous relayerons pour que cela reste gérable. C'est ce que nous faisons, Margaret. Nous sommes là pour les gens qui ont besoin de nous. Nous restons aussi longtemps qu'ils ont besoin de nous. C'est notre code. Je ne savais pas que les Hells Angels avaient un code comme celui-là. Marcus sourit. La plupart des gens ne le savent pas. Ils voient les écussons, les motos, les blousons en cuir, et ils font des suppositions. On ne peut pas leur en vouloir. Nous avons une réputation. Elle n'est pas entièrement imméritée, mais au fond, nous sommes une confrérie, une famille, et une famille protège les siens. La famille d'Emma maintenant? Demanda Margaret. La famille d'Emma maintenant, confirma Marcus. Tout comme Sandra. Et vous aussi, d'ailleurs. Tous ceux qui ont pris la défense de cette petite fille quand il le fallait. Margaret sentit les larmes lui monter aux yeux et cligna des paupières pour les retenir. Merci pour tout. Remerciez-nous en prenant soin d'Emma. Marcus répondit. C'est tout ce dont nous avons besoin pour vous remercier. Le jour de Thanksgiving arriva, froid et ensoleillé. Les vents du lac Michigan faisaient descendre la température en dessous de zéro. Les moteurs restèrent, même si leur nombre avait diminué pour atteindre une rotation raisonnable de 20 à 30 personnes à tout moment. Ils avaient désormais établi un rythme. Équipe du matin, équipe de l'après-midi, équipe de nuit. Les jeunes apportaient leur propre café, leur propre nourriture, ne demandant rien à l'hôpital sauf la permission d'utiliser les toilettes. Les médias avaient tenté à plusieurs reprises de couvrir l'histoire, mais Marcus avait rejeté toutes leurs tentatives. Il ne s'agit pas de publicité, avait-il dit à un journaliste persévérant. Il s'agit d'une petite fille qui doit pouvoir guérir en paix. C'est tout. C'est tout. Mais la nouvelle s'est répandue quand même, comme c'est toujours le cas dans les petites villes. Les habitants de Battle Creek ont commencé à venir, non pas pour regarder, mais pour aider. Les restaurants locaux ont fait don de nourriture. Les cafés ont envoyé des thermos. Quelqu'un du centre communautaire a apporté des radiateurs portatifs pour les nuits les plus froides. Les motards ont accepté ces cadeaux avec élégance et gratitude, et la communauté a commencé à les voir différemment. Margaret a observé cette transformation avec émerveillement. Rosa, qui avait été terrifiée la première nuit, saluait désormais les motards par leur nom lorsqu'ils venaient de se réchauffer.
Le Dr. Williams avait invité Marcus et Diane à une réunion du personnel de l'hôpital où ils avaient discuté de la création d'un programme officiel de sécurité bénévole. Même Frank Morrison, initialement horrifié par la présence des motards, était devenu un défenseur de la cause. Ils ont fait plus pour que nos patients se sentent en sécurité que n'importe quelle société de sécurité, a admis Frank. Je rédige une proposition pour le conseil d'administration visant à créer un programme officiel de liaison avec les groupes de bénévoles de la communauté. Emma continuait de faire de beaux progrès. À Thanksgiving, ses analyses sanguines s'étaient tellement améliorées que le Dr. Williams déclara qu'elle était en rémission précoce. Sandra pleura en apprenant de la nouvelle, et cette fois, Marcus et Diane étaient là pour célébrer avec eux. Je peux sortir? Demanda Emma le matin de Thanksgiving. Je veux remercier les motards. Le Dr. Williams réfléchit, puis acquiesça. Tu peux sortir 30 minutes, bien emmitouflé, avec ta mère à tes côtés. Margaret regarda par la fenêtre Sandra emmener Emma dehors, la petite fille nageant dans un énorme manteau d'hiver et coiffée d'un bonnet violet en tricot. Les motards formèrent un cercle lâche autour d'elle, gardant une distance respectueuse, mais visiblement émus par la présence d'Emma. Emma passa d'un motard à l'autre, remerciant chacun d'entre eux. Certains de ces hommes à l'allure rude avaient des larmes aux yeux. Diane s'agenouilla pour embrasser Emma, et Margaret vit Emma lui murmurer quelque chose à l'oreille qui fit rire Diane. Plus tard, Diane raconta à Margaret ce qu'Emma avait dit. Merci d'être des souris gardiennes, même si vous êtes en réalité des ours. Cette phrase est devenue une blague récurrente parmi les motards. Quelqu'un a même fait faire des t-shirts avec un ours caricatural portant un gilet de motard et la légende souris gardienne en service. Les t-shirts ont permis de collecter des fonds pour la recherche sur le cancer pédiatrique. Linda Holloway avait tenu sa promesse, rendant visite à Emma exactement comme Sandra l'avait spécifié, pendant les heures autorisées et sous surveillance, en se concentrant uniquement sur le soutien à sa petite fille. Margaret a observé attentivement les premières visites, prête à intervenir, mais Linda semblait sincèrement faire des efforts. Elle avait commencé à assister aux réunions Al-Anon afin de travailler sur ses propres comportements facilitateurs. Les progrès étaient lents, mais réels. Derek, quant à lui, restait absent. La date de son procès approchait et son avocat négociait un accord de plaidoyer. Sarah Morrison tenait Sandra informée. Derek allait probablement purger 90 jours dans la prison du comté, suivi d'une thérapie obligatoire de gestion de la colère et d'un droit de visite supervisé, uniquement après avoir passé une évaluation psychologique complète. Ce n'est pas suffisant, disait Sandra, mais c'est déjà ça, et cela l'éloigne d'Emma pendant les mois les plus critiques de son traitement. La première semaine de décembre a été marquée par des chutes de neige abondantes et persistantes. Margaret craignait que le temps ne réduise le nombre de motards, mais ceux-ci se sont simplement adaptés. Équipement de neige, chauffe-main, corps de travail raccourcis pour éviter que les gens ne souffrent du froid. Leur dévouement était absolu. Le 7 décembre, Emma a été officiellement autorisée à sortir. Elle avait terminé son premier cycle de traitement intensif. Sa rémission se maintenait et elle pouvait poursuivre son traitement ambulatoire à domicile. Tout le service s'est réuni pour fêter l'événement. Les médecins, les infirmières, le personnel qui s'était pris d'affection pour la courageuse petite fille de la chambre 304 et les motards se sont alignés pour former une garde d'honneur, tandis que Sandra portait Emma jusqu'à leur voiture. « Merci » a crié Emma, sa voix portant dans l'air froid. « Merci les guard mice. » Les motards applaudirent, pas bruyamment ni avec exubérance, mais avec une reconnaissance constante et respectueuse d'une petite victoire dans la bataille continue contre la maladie. Margaret se tenait à côté de Marcus tandis que la voiture s'éloignait. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle. « Allez-vous tous reprendre une vie normale? » « Nous n'avons jamais quitté la vie normale, » répondit Marcus. « C'est notre vie normale. Nous roulons, nous travaillons, nous prenons soin de nos familles et de nos communautés. Nous sommes là quand on a besoin de nous. Tu vas continuer à surveiller l'appartement de Sandra pendant un certain temps? » Marcus confirma que oui, jusqu'à ce qu'il soit sûr que Derek en est vraiment fini. Mais Sandra est plus forte maintenant. Elle a confiance en elle. Elle a du soutien. Elle a un plan. Elle s'en sortira. Ce soir-là, après avoir terminé son service, Margaret se rendit au clubhouse des Hells Angels. Elle n'y était jamais allée auparavant, l'ayant délibérément évité en raison de vagues craintes et suppositions.
Maintenant, elle le voyait clairement. Un bâtiment délabré avec des motos garées à l'extérieur, des lumières qui brillaient chaleureusement à travers les fenêtres, le bruit des conversations et des rires qui s'échappaient lorsque quelqu'un ouvrait la porte. Marcus l'attendait à l'entrée. « Tout va bien? » « Je voulais vous donner ceci, » dit Margaret en lui tendant une enveloppe. « Cela vient du personnel de l'hôpital. Nous avons fait une collecte pour le fonds caritatif de votre section afin d'aider d'autres familles comme celle d'Emma. » Marcus ouvrit l'enveloppe, vit le chèque et écarquilla les yeux. « Margaret, c'est 5 000 $. Ça devrait être plus, » dit Margaret. « Ça devrait être tout ce que nous avons. Tu as redonné vie à Emma. Tu as redonné espoir à Sandra. Tu as changé la façon dont toute une communauté perçoit les héros. » Marcus resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit, « Entre, viens rencontrer tout le monde. Laisse-les te remercier aussi. » Margaret s'attendait à trouver un club sombre, intimidant, exclusif. Au lieu de cela, elle découvrit un centre communautaire avec de la bonne musique, des familles avec des enfants, des couples âgés, de jeunes motards, tous réunis autour de tables couvertes de nourriture. Quelqu'un fêtait son anniversaire. Un groupe organisait une collecte de jouets pour Noël. C'était normal, humain, chaleureux. Diane trouva Margaret et la serra très fort dans ses bras. « Vous avez pris la défense d'Emma alors que vous n'étiez pas obligé de le faire. Cela signifie beaucoup pour nous. » « J'ai juste fait mon travail, » protesta Margaret. « Non, » corrigea gentiment Diane. « Votre travail consiste à administrer des médicaments. Tu as choisi de te mettre entre Emma et le danger. Cela ne fait partie d'aucune description de poste. C'est une question de caractère. » Au cours de l'heure qui a suivi, Margaret a rencontré des dizaines de personnes, des mécaniciens et des enseignants, des vétérans et des travailleurs sociaux, des grands-parents et de jeunes parents, tous motards, tous portant les mêmes écussons, tous faisant partie de cette grande famille qui défie toute catégorisation simple. Avant qu'elle ne parte, Marcus l'a raccompagnée à sa voiture. « Tu nous as changés aussi, tu sais, » lui a-t-il dit. « Le cas d'Emma nous a rappelé pourquoi nous faisons cela, pourquoi nous organisons des collectes de jouets et des courses caritatives et pourquoi nous intervenons quand quelqu'un a besoin d'aide. Il est facile de se laisser absorber par la politique du club, la rivalité avec d'autres sections ou simplement la vie quotidienne. Emma nous a rappelé ce qui compte vraiment. Une fillette de 7 ans a donné une leçon aux Hells Angels. » Margaret la taquina. Marcus sourit. Les meilleurs enseignants ne savent généralement pas qu'ils enseignent. Emma nous a appris que l'héroïsme n'est pas une question d'intrépidité. Il s'agit d'être terrifié et d'agir malgré tout. Elle était terrifiée par le cancer, par le traitement, par son père, mais elle se présentait chaque jour, prenait ses médicaments, restait courageuse. Si cette petite fille peut faire cela, le moins que nous puissions faire est de rester debout sous une pluie froide pour la protéger. Le 15 décembre arriva et Derek plaida coupable pour avoir enfreint l'ordonnance restrictive et pour tentative d'agression. Il fut condamné à 6 mois de prison, dont 4 avec sursis, sous réserve de suivre une thérapie pour gérer sa colère et un accompagnement psychologique. Il purgerait 60 jours de prison à compter de ce jour. Sandra assista à l'audience. Marcus aussi, bien qu'il se soit assis au fond de la salle d'audience, simplement présent. Derek l'a vu, et les mots qu'il aurait pu prononcer sont restés muets. Le message était clair. Cette communauté observait, continuerait d'observer et ne tolérerait plus aucune menace. À l'extérieur du palais de justice, Sandra s'est adressée aux journalistes qui avaient enfin obtenu leur scoop. « Je veux que les gens sachent ce que les Hells Angels ont fait pour ma fille », a-t-elle déclaré. Pas le stéréotype, pas la réputation, mais la réalité. Ils sont venus quand personne d'autre ne pouvait le faire. Ils ont protégé une enfant qu'ils n'avaient jamais rencontrée parce que c'était la bonne chose à faire. C'est de l'héroïsme, c'est ça, la communauté. L'histoire est devenue virale, non pas à cause de son caractère dramatique, mais à cause de sa véracité. Partout dans le pays, les gens ont été touchés par l'image de ces motards vêtus de cuir montant la garde devant un service de cancérologie. La preuve que l'héroïsme revêt de nombreux visages et que les préjugés nous empêchent souvent de voir le bien là où on ne l'attend pas. À l'approche de Noël, les motards ont organisé une grande collecte de jouets pour l'ensemble du service pédiatrique. Ils sont arrivés le 23 décembre. Des dizaines de motos chargées de cadeaux ont passé des heures à distribuer des cadeaux à chaque enfant.
Emma, qui était désormais rentrée chez elle, mais qui était revenue pour l'événement, a aidé à distribuer les jouets, un rôle qu'elle a pris très au sérieux, s'assurant que chaque enfant reçoive exactement ce dont il avait besoin. Margaret a regardé Emma choisir avec soin un ours en peluche pour Bella Martinez, qui luttait toujours contre le cancer. Celui-ci est courageux, comme toi, a dit Emma à Bella. Tu vois, il porte un gilet comme les souris gardiennes. Et voilà, la boucle était bouclée. Un enfant en aidant un autre, inspiré par des adultes qui avaient donné l'exemple de la protection, du sacrifice et de la communauté. La leçon s'est transmise, se multipliant, créant des ondulations qui s'étendraient bien au-delà de ce moment. Le soir du réveillon, Margaret a reçu un appel de Sandra. Les résultats des analyses sanguines d'Emma étaient arrivés, elle y était toujours en rémission. Le docteur William dit que si elle atteint le cap d'un an avec ces chiffres, son taux de survie grimpe à 95 pour cent. C'est merveilleux, a dit Margaret, les larmes aux yeux. Je voulais que vous soyez la première à le savoir, a poursuivi Sandra. Toi, Marcus et tout le monde à l'hôpital, vous avez sauvé la vie d'Emma. Pas seulement sur le plan médical. Vous l'avez sauvée du traumatisme, de la peur, des dommages que Derek lui aurait causés. Vous lui avez donné une chance de guérir en paix. Après avoir raccroché, Margaret se tenait à sa fenêtre, regardant la nuit hivernale. Quelque part là-bas, Marcus, Diane et des centaines d'autres motards vivaient leur vie, travaillaient, élevaient leur famille, roulaient à moto. Et quelque part là-bas, Derek Holloway était assis dans une cellule, confronté, espérons-le, au démon qui l'avait poussé à adopter un comportement aussi destructeur. Mais ici, à cet instant, une fillette de 7 ans dormait paisiblement, son cancer en rémission, ses cauchemars s'estompant, son avenir s'éclaircissant. Elle était en vie et guérissait parce qu'une communauté avait choisi d'agir, parce que des étrangers étaient devenus une famille, parce que les gens avaient dépassé les stéréotypes pour voir l'humanité qu'ils partageaient. Margaret repensa à cette première nuit où elle avait vu arriver des centaines de motos et avait ressenti de la peur. Elle repensa à la rapidité avec laquelle cette peur s'était transformée en gratitude, puis en respect, puis en affection sincère pour ces gens qui avaient bouleversé ses préjugés. Les Hells Angels n'étaient pas des saints. Ils seraient les premiers à admettre qu'ils avaient des défauts, qu'ils faisaient des erreurs, qu'ils avaient leurs propres complications et contradictions. Mais lorsqu'un hôpital avait supplié leur chef de venir immédiatement, lorsqu'un enfant avait besoin de protection, lorsque les systèmes avaient agi trop lentement et que les héros traditionnels étaient introuvables, ils avaient répondu présent. 500 motards avaient accompli l'acte le plus héroïque qui soit. Ils s'étaient interposés entre la vulnérabilité et la violence, entre l'innocence et le mal. Ils avaient sacrifié leur confort, leur temps et leur sécurité sans demander de reconnaissance ni de récompense. Ils avaient prouvé que l'héroïsme n'était pas une question de perfection. Il s'agit d'être présent quand on a besoin de vous et de rester jusqu'à ce que le travail soit fait. Emma grandirait avec des souvenirs de souris gardiennes qui ressemblaient à des ours, de motos formant des murs protecteurs, d'une communauté s'étendant bien au-delà des liens du sang. Elle transmettrait ses leçons. Comment des étrangers peuvent devenir une famille? Comment les préjugés méritent d'être remis en question? Comment l'héroïsme discret prend souvent des visages inattendus? Et Margaret, qui avait passé 56 ans à penser qu'elle comprenait comment fonctionnait le monde, avait appris la même leçon. Parfois, lorsqu'un hôpital supplie le chef des Hells Angels de devenir immédiatement ce que font ensuite 500 moteurs, c'est simplement être humain. Profondément, courageusement, magnifiquement humain.